Merci à toutes, merci d'être venues si nombreuses. On a presque eu un petit coup de stress quand on a vu le nombre d'inscriptions s'envoler. On s'attendait pas à ça. Et en même temps, ça nous a vachement boosté toutes les trois. On s'est dit que du coup, on avait raison d'organiser cet événement et qu'il y avait plein de choses à dire et à faire sur le thème du voyage solo. Du coup, je vous dis rapidement comment ça va se passer ce soir. Donc, on a un temps où on va témoigner toutes les trois. On va témoigner de nos expériences de voyage en solo, en sachant qu'on n'est pas experte du sujet, qu'on va partager nos points de vue, nos expériences individuelles, et évidemment, l'expérience est différente pour chacune d'entre nous. Et ce qu'on prévoit, c'est que après chaque témoignage, vous puissiez nous poser vos questions parce que 15 minutes, on a 15 minutes chacune à peu près. En fait, c'est très court pour pouvoir aborder tout ce qu'on voudrait aborder. Donc ça peut permettre qu'on éclaire des points particuliers quand vous nous poserez des questions. Ensuite, on va vous proposer de poursuivre par un atelier collaboratif qui va permettre d'échanger entre vous par petits groupes de 3 personnes. Et enfin, on finira par un temps informel pour celles qui ont envie de rester un peu. On ira prendre un verre et ça permettra de pouvoir poursuivre davantage les échanges. Alors du coup, je démarre. Je lance officiellement les choses. Et m'en veuillez pas, je me suis fait un petit mémo parce que j'ai peur de partir dans tous les sens. Donc de temps en temps, je regarderai pour être sûre que je m'éloigne pas trop de ce que j'ai envie de vous dire. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis designer. J'ai créé mon entreprise en 2011 et je vous dis ça parce que vous allez voir que ça a un lien avec le voyage. Il y en a qui sourient parce qu'ils me connaissent. En fait, en 2017, j'étais à bout, j'étais fatiguée, j'étais prise par le rythme entrepreneurial, la vie parisienne, et j'avais vraiment besoin de faire une coupure, de prendre de la hauteur pour me recentrer sur mes aspirations et mes envies. Et donc en fait, j'ai ressorti le rêve d'enfant de faire un tour du monde, que je repoussais éternellement parce qu'en fait, faire un tour du monde, ça voulait dire partir pour bien le faire au moins 1 an, voire plus. Et en fait, j'étais pas prête à dire je pars pendant 1 an et je quitte tout ce que je connais. Et ça veut dire aussi potentiellement perdre mes clients et du coup détruire l'activité que j'ai mis extrêmement de mal et d'énergie et de temps à construire. Et donc, un matin, je me suis réveillée en me disant « Ah non mais en fait, pourquoi est-ce que tu fais pas un mini tour du monde ?» En fait, en gros, tu vas vivre l'apéritif de ton tour du monde. Et donc, je me suis dit « Je vais partir 3 mois. » De mi-juin à mi-septembre, sur l'été, en me disant que ça allait passer inaperçu auprès d'une partie de mes clients qui, à cette période-là de l'année, font pas grand-chose. Il reste des places devant pour les nouvelles arrivées. Et puis, ça me paraissait être une marche moins importante que de me dire je pars pour 1 an d'emblée. Donc, je me prépare psychologiquement pour un entre-deux. Et je vais partager avec vous une petite anecdote, c'est que pour choisir ma destination, j'ai ressorti les 3 trucs qui me fascinaient depuis que j'étais gamine. Donc il y avait faire le transsibérien jusqu'en Mongolie, il y avait la Patagonie et l'Alaska. Et en fait au départ, je me suis mis en tête de faire le transsibérien. Et j'ai commencé à me documenter, à regarder comment ça se passait, à regarder les gares, les horaires d'arrivée des trains. Et puis en fait, j'avais pas dormi pendant 1 semaine. J'étais hyper stressée. Et j'ai mis du temps, j'ai mis 1 semaine à comprendre que ça venait de là. Et en fait, je me suis aperçue que c'était trop, en fait, pour moi. Que me retrouver dans un train, quelque part, enfermé et voilà, tributaire clairement du moyen de transport, avec une grande partie d'hommes, parce que dans le transsibérien, c'est une grande partie d'hommes. Et j'ai lu tout un tas de récits de voyage. Et grosso modo, je m'étais préparée à t'arrives en gare en milieu de nuit, dans un pays où tu peux pas lire les panneaux, où il y a personne, où tu parles pas la langue. Et en fait, clairement, c'était trop de stress pour moi. Et donc, en fait, au bout d'1 semaine, je me suis dit non, mais faut que je fasse quelque chose. Le but, c'est pas que je parte pour me faire mal, c'est que ce voyage soit vraiment un plaisir. En sachant que j'avais déjà une expérience d'1 semaine seule en itinérance dans le sud de la Norvège. Donc, c'était pas ma première expérience.
Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par me dire, bah, je vais aller en Alaska. Parce que l'Alaska, c'était quand même un peu challengeant. Il n'y a pas grand-chose sur cette destination. Et voilà, ça me faisait rêver. J'avais envie de grands paysages, ce qui est le point commun sur les 3 destinations dont je vous ai parlé. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve finalement à me dire, je pars pour l'Alaska. Autre petite anecdote que j'avais envie de partager avec vous, c'est que j'en ai pas parlé tout de suite à l'ensemble de l'entourage, hein, j'ai mis du temps, j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour être sûre de moi et avoir assez confiance en moi pour être capable d'encaisser des remarques qui n'étaient pas toujours encourageantes et positives sur mon projet. Et quand ce temps est arrivé, j'en ai parlé à l'ensemble de mon entourage. Et j'ai eu la surprise, quelques semaines avant mon départ, au détour de plusieurs conversations, de me rendre compte que dans mon entourage professionnel et amical, eh bien, il y avait des gens qui pensaient qu'en fait, je voulais quitter Olivier, qui est ici dans la salle, qui est mon conjoint. Et en fait, quand on leur expliquait que j'allais partir pour 3 mois, eh ben, le truc qu'on me disait, mais en fait, tu veux quitter Olivier, c'est trop dur, vous vous entendez plus. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que ça veut dire dans leur esprit qu'à partir du moment où je pars seule, ça veut forcément dire que moi je fuis quelque chose, donc a priori d'autres relations, et puis que lui subit. Et j'avoue que ça m'a quand même vachement déçue. Mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant quand on parle de la vision de la voyageuse seule dans notre société et, voilà, et du retour qu'on peut avoir, de l'image que ça peut donner. Et donc, je commence à préparer mon voyage. Alors, j'ai décidé de vous parler un peu plus de la préparation que du voyage en lui-même. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère. En fait, plus je me projetais dans ce voyage, plus j'ai commencé à avoir peur. En fait, je commençais à avoir des peurs qui se cristallisaient en moi. J'avais peur de l'insécurité, j'avais peur de l'agression, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de tomber malade parce que j'ai des problèmes de santé chronique qui sont à prendre en compte quand je voyage. Et c'était aussi une de mes angoisses, c'était de me dire, mais je suis parfois tellement mal quand je suis chez moi à Paris, mais alors à l'autre bout du monde toute seule, comment je vais faire ? Donc voilà, il y a tout ça qui commençait, plus je me projetais, plus je me sentais angoissée. Et en fait, je me suis mis en quête de tout ce que je pouvais trouver. Alors j'ai lu quantité de récits de voyageuses des siècles passés ou d'aujourd'hui. Et puis je suis allée chercher des formations pour apprendre à gérer ses émotions. Donc j'ai appris à gérer mes émotions. Je me suis inscrite dans un stage de self-défense assez régulièrement, ce qui m'a donné confiance en moi. En fait, j'ai mis du temps, mais j'ai identifié chacune de mes peurs et je cherchais son antidote en me disant, il n'est pas question que je fasse pas ce voyage parce que j'ai peur. Simplement, je vais mettre en place ce qu'il faut pour moi, pour me rassurer. Et dans mon entourage, j'ai des amis qui achètent un billet d'avion et partent 3 jours après, qui n'ont rien préparé, qui ne sont pas stressés. Et je trouve ça génial. Mais en fait, ma préparation du voyage, ça a été d'accepter que ce n'était pas mon cas. Et que moi, j'avais des peurs et qu'elles n'allaient pas m'empêcher de vivre mon expérience, mais qu'il fallait que je fasse les choses de façon à être assez rassurée pour pouvoir sauter le pas. Et du coup, il y a un petit truc que je me suis noté en fait les quelques phrases que je me remémorais quand j'avais peur comme ça, que vous avez peut-être entendu, j'espère non en fait, mais bon, on ne sait jamais. Mais en fait, dans ces moments où, dans ce moment où je cherchais les antidotes à ces craintes, je me remémorais ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. C'est-à-dire, ah ben toi, c'est pas pareil que ton frère, t'es une fille. Et t'as pas un copain qui peut t'accompagner ? Voilà, ce genre de petites phrases. Ou de toute façon, les filles sont plus vulnérables que les garçons. Et puis il y avait aussi les phrases de l'entourage sur la destination. Alors là, j'ai eu des pépites. Il y en a une qui m'a vraiment marquée. Alors, j'ai eu mon frère qui m'a dit, qui avait fait tous les États-Unis en 3 mois, en road trip et tout, qui m'a dit, non mais attends, moi l'Alaska, je suis un mec et je le ferai pas tout seul. Ok, bon, super, donc d'accord. J'ai eu aussi, tu es complètement inconsciente. Et puis ma préférée, c'est, non mais tu vas te faire manger toute crue, ma petite. Donc finalement, ce que je voulais partager avec vous, c'est que ce temps de préparation qui a duré plusieurs mois
En fait, ça a vraiment été une prise de conscience à la fois de mes capacités, parce que tout le travail que j'ai fait de recherche et d'entraînement, je me suis finalement préparée physiquement et psychologiquement pour pouvoir partir. J'ai répondu à chaque crainte que j'avais par une solution qui me convenait. Et en fait, ça a été finalement d'accepter que on a chacune notre notion de risque. D'ailleurs, il y a plein d'études sur le sujet si ça vous intéresse, que la notion de risque et de sortie de zone de confort est extrêmement variable pour chacune d'entre nous. Ça va dépendre de notre éducation, de nos expériences passées, de notre culture, de là où on vit. Et que voilà, c'était comme ça pour moi. Et en fait, j'ai accepté mes limites. Finalement, le voyage avait démarré bien avant que je parte parce que j'avais déjà beaucoup appris sur moi par ce temps de préparation. Bon, je vous dis pas que quand je suis arrivée à Vancouver, première étape, j'étais pas flippée, hein, mais bon. Moins que si j'avais pas fait tout ça. Je suis désolée, je relis un peu mes notes, mais parce que je vais être sûre de penser à tout ce que je voulais vous dire. Alors, quand même, du coup, pour vous parler un peu de ce que j'ai fait. Donc, vous avez une carte de l'Alaska à gauche. Et alors, quand on dit aux gens qu'on a fait l'Alaska, ils imaginent qu'on a fait tout ça. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que non, en fait, j'ai fait le sud de l'Alaska, qui est la partie qui est encadrée, l'archipel Alexandre. Et en fait, j'ai choisi de me concentrer sur une petite partie du pays, simplement parce qu'en fait, j'avais envie de prendre mon temps. Et j'étais pas dans une démarche de course et de vouloir voir le plus de choses possible. J'étais vraiment dans une quête de me retrouver et de prendre le temps et de m'extraire de mon quotidien et finalement de faire le vide autour de moi pour me retrouver moi. Et donc j'avais besoin d'avoir ce temps. Et cet archipel a la particularité d'être une des zones les plus luxuriantes au monde, puisque c'est un des endroits les plus pluvieux. D'ailleurs, ils font la compétition avec Bergen en Norvège. Je ne sais pas qui gagne, mais... Et l'autre particularité, c'est que dans cet archipel, aucun village et aucune ville ne sont reliés par la route. Donc les seuls moyens de transport sont le bateau, le petit avion et avion de brousse et l'hydravion pour atteindre les endroits qui ne sont pas accessibles en bateau. Donc ça veut dire que c'est hyper contraignant en moyen de transport. Si vous ratez le ferry, vous êtes bloqué pendant 7 à 10 jours là où vous êtes, à condition que ce soit un lieu de passage fréquent. Sinon ça peut être plus longtemps. Et en fait, je trouvais que c'était génial. Je me suis dit, c'est cool, je vais me retrouver dans des ports de 30 personnes, toute seule, et je vais pouvoir observer les pêcheurs. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les pêcheurs. Je trouve ça fascinant de les voir préparer leurs bateaux et tout. Maintenant, je connais toutes les techniques de pêche. En tout cas, tout ça pour dire que, du coup, c'était un choix conscient de me dire, je me concentre sur une petite partie et je vais vraiment profiter. Et du coup, je vous ai mis à droite en fait l'itinéraire que j'ai fait. Alors en sachant que les transports étaient tellement contraignants que je suis repassée 5 fois par la capitale, que j'ai fait plusieurs fois les mêmes trajets, mais pour pouvoir aller à des endroits différents. Donc ça c'est sur le ferry. Ah oui, donc ce que je vous ai pas dit, je sais pas si c'est intéressant. Mais bon, je vous le dis quand même. Grosso modo, j'ai fait Paris-Vancouver en direct et je suis restée quelques jours à Vancouver pour m'adapter. Je sentais que j'aurais besoin d'un petit sas de décompression. Je supporte pas très bien le décalage horaire en plus. Et après, j'ai pris le bus pour aller à côté de Seattle, à Bellingham, qui est le port de départ en fait du ferry d'État d'Alaska. Et donc le ferry a remonté toute la côte que vous voyez en fait ici. Toute la côte a longé le Canada et passé entre le Canada et l'île de Vancouver et après m'a déposé en fait au port d'entrée, le premier port d'Alaska qui est la ville de Ketchikan. Et puis après je l'ai repris à différents moments. Yes, merci. Merci Gaëlle. Donc simplement ce que je voulais... En fait, pour moi, le voyage en solo, c'est la possibilité de réellement me connecter avec mon entourage. En fait, c'est un moyen pour moi de me défaire du lien à l'autre, qui est, quand on voyage avec quelqu'un, c'est souvent un proche, une personne qu'on connaît. Et c'est aussi un moyen de
de mettre un peu en veille mon mental et mon ego pour être pleinement présente dans l'instant présent et du coup être pleinement présente aux émotions que les paysages peuvent me procurer et puis aussi à la rencontre avec l'autre. J'ai jamais été aussi sereine dans les rencontres avec des inconnus et prendre le temps vraiment de parler avec eux et d'apprendre aussi un peu de leur vie. En fait, j'avais une autre motivation pour aller en Alaska, c'est que je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'on va s'installer en Alaska en fait. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui décident un jour d'aller s'installer dans une ville où en hiver il y a 30 personnes, elle n'est pas reliée au monde, enfin elle est reliée au monde par un ferry les jours de beau temps. Je me disais, il y a quand même quelque chose. Et donc j'avais cette envie de pouvoir aussi passer du temps dans les villes, donc j'ai passé entre 5 et 10 nuits par étape pour devenir quelque part identifiable dans le paysage, parce qu'il y a très peu de voyageurs. Les voyageurs solo en Alaska se comptaient sur les doigts d'une main au moment où j'y étais. D'ailleurs, on se recroisait, c'était marrant, parce que comme on n'était pas nombreux, on se recroisait dans certaines villes. Et c'est l'Amérique, c'est les États-Unis, et c'est peut-être un peu comme chez nous, contrairement à d'autres pays, les portes sont pas faciles à ouvrir. Et c'est très dur en fait de pas être étiqueté de la touriste et de vraiment pouvoir commencer à avoir une relation plus authentique avec les gens. Et donc mon défi c'était de me dire, en fait si je passe du temps et qu'on me voit, donc je passais, pas que pour ça d'ailleurs, en fait j'adorais, je passais parfois 3 jours d'affilée sur le ponton dans le port à bouquiner au soleil et à juste être dérangée par les otaries qui passaient. C'était vraiment un vrai kiff et en même temps je me disais en fait ils vont s'habituer à moi et petit à petit on va réussir à pouvoir créer une autre relation que combien coûte la chambre ou enfin voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs j'ai regretté souvent de partir parce qu'en fait je partais le 10e jour, ça faisait 2 jours que j'avais commencé à vraiment pouvoir créer des liens. Donc ça c'est mon petit regret, j'aimerais bien retourner pour ça. Et c'est un peu déformé hein. Et je voulais terminer avec cette citation de Gloria Steinem que j'adore et qui finalement résume bien la façon dont j'ai vécu en fait l'expérience. En fait, il a fallu que je fasse le tri entre mes peurs et puis celles qui m'étaient inculquées par mon entourage, ma famille, ma mère hyper angoissée, des proches. Des gens aussi qui en fait vous encouragent pas simplement parce que eux seraient pas capables de le faire en fait. Donc il a fallu faire ce tri et puis je dois dire que quand je suis rentrée j'étais fière. J'étais super fière de pouvoir dire à tous ces mecs qui m'avaient dit tu vas te faire bouffer toute crue ma petite, eh ben non, tu vois, je suis là, en pleine forme et ça s'est super bien passé et je repartirai. Et puis de pouvoir dire aussi à toutes les femmes qui m'avaient dit non mais tu ferais mieux de partir avec un chaperon masculin bien sûr, en fait non, j'en ai pas besoin. Et voilà, je trouvais que cette citation résumait bien les choses. Et du coup je vais vous présenter, enfin plutôt je vais vous dire, je vais pas vous présenter, je vais vous dire comment on s'est rencontrés avec Laura et Clarisse. Parce qu'en fait c'est quand même grâce à elles qu'on est là ce soir. Rapidement quand je suis rentrée donc d'Alaska, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que t'es la seule nana à t'être posé autant de questions, à avoir eu autant de peur avant de partir? Et donc, je me suis mis à faire un sondage en ligne. J'ai fait un sondage auquel plus de 100 femmes ont répondu. Et les résultats étaient édifiants. Plus de 80% des femmes estimaient qu'il était plus dangereux pour une femme de voyager seule que pour un homme. Et dans les 60% de femmes qui rêvent de voyager seules, il y en avait plus de la moitié qui ne le faisaient pas. Pour 3 raisons, à égalité, la peur de l'insécurité et la peur de la solitude, et en 3e point, la peur du jugement de l'entourage. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et j'avais plein d'idées, j'ai creusé plein de pistes qui n'ont pas abouti. Et puis, je continuais un peu à parler de ça, et j'avais en tête d'organiser un événement comme ce soir, sauf que je me sentais pas du tout de le faire seule. Je travaille seule dans mon entreprise depuis des années et là j'avais pas envie de faire ce truc-là seule. Et donc au détour d'une conversation avec une amie commune, j'ai rencontré Clarisse qui va vous parler du voyage dans sa vie
et qui m'a dit ah mais moi je trouve ça génial, je suis trop motivée. Je dis ah bah cool, ah bah du coup on va peut-être faire quelque chose. Et puis Laura, on s'est rencontrés, elle était en plein milieu de son tour du monde, elle était en Nouvelle-Zélande, c'est ça hein. Et on a passé plus de 2 heures sur Skype pour que je l'interviewe, puisque après le sondage, j'ai fait une série d'une quinzaine d'interviews de femmes sur le sujet. Et donc voilà. Et elle m'a dit aussi tout de suite, super, je suis hyper motivée. Et donc bah, maintenant, c'est à vous les filles.